il y a le programme. Dans le programme, en fait, le déroulement du programme, donc en fait, pour dire plus simple, il va y avoir l'objectif du programme, c'est que vous puissiez intégrer, voilà, donc ça commence à se remplir, donc que vous puissiez intégrer à la deuxième année. Voilà, donc moi, c'est beaucoup plus de l'électronique. Donc, je vous ai envoyé une fiche dans laquelle il y a le contrat. Hein, dans ce contrat-là, au fait, il y a le nombre d'heures qu'on va faire. Nous, en théorie, on devrait faire 20 heures de cours. Mais vu les conditions que vous connaissez tous, on va faire que 12 heures. Parce que, vu votre emploi du temps, sinon vous ne pouvez pas, avec ce qu'on a comme cours. Donc, on a réduit un peu le cours, le TD, tout ça, ça se suit, c'est bien. Donc, vous allez faire, on va faire un cours comme ça par télétravail, comme ça. Donc, on va essayer un peu vous allez voir, juste après, on fera un petit exemple. On va travailler sur un cours que je vous ai envoyé. Donc, vous allez faire des TP, des travaux pratiques. Hein, des travaux pratiques. Donc, ces travaux pratiques qui seront faits avec un logiciel PSpice, que je vais vous envoyer le lien, hein, donc qui est gratuit. Voilà. J'ai essayé d'arranger un peu les choses pour que tout le monde puisse manipuler. Et puis, de toute façon, on va vous guider, ne vous inquiétez pas. Et il y aura bien sûr des TD, quelques TD, travaux dirigés. Maintenant, pour les notations, il y aura une évaluation. Vous aurez une note sur les TP. Donc, les TP, une fois que vous avez fait le TP, vous allez m'envoyer un petit compte-rendu. Voilà. À la limite, vous pouvez les faire à deux si vous voulez. Hein. Ça me dérange pas. Mais ce sera peut-être, je ne sais pas, vous verrez, c'est entre vous, mettez-vous d'accord entre vous. Vous pouvez le faire à deux si vous voulez, si vous arrivez à communiquer, à échanger. Le but de le faire à deux, c'est pour échanger entre vous, hein, pour que vous ne soyez pas tout seul. C'est surtout ça, hein, c'est pas une question de facilité. C'est une question que vous puissiez échanger. Et dans l'échange, on apprend. Après, si quelqu'un veut le faire tout seul, il n'y a aucun problème. Bon, on fait tout seul. Donc, vous aurez une note sur les TP et vous aurez un examen, un DS, à la fin de l'année, ou deux. Normalement, c'est deux. On programme deux. Mais vu les conditions, peut-être il n'y aura qu'un seul. Mais moi, je préfère qu'on fasse deux pour une question comme ça, même si s'il y a une difficulté pour quelqu'un qui ne comprend pas, vous pouvez me poser des questions. Hein. Donc, pour l'examen, je préfère qu'on fasse deux, comme ça, même si vous ne réussissez pas le premier, vous allez savoir un peu comment faire pour le deuxième. Ce sera des QCM, questions à choix multiples. Voilà, ce sera plus facile, ce sera fait avec logiciel. Donc, il peut y avoir des petites questions de calcul, mais c'est toujours un QCM, ça reste un QCM. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que le but, c'est que vous puissiez mieux suivre et comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc, voilà. Donc, en gros, vous allez avoir ça. Donc, cours, TD, TP. Et à chaque séance, je vais vous envoyer directement sur vos boîtes mail le cours concerné, les TD concernés ou le TP concerné. Sinon, aussi sur ENT, j'ai créé une page dans laquelle il y a les cours, les TD et les TP. Mais je préfère vous envoyer toujours avant le cours ou le TD ou le TP la séance, comme ça c'est plus facile pour vous. Le temps que vous familiarisez un petit peu avec les logiciels et les moyens qu'on utilise. Voilà, ça c'est pour le déroulement. Donc je ne sais pas s'il y a des questions pour ça. Bon, après bien sûr, il va y avoir un projet, vous allez faire un projet en électronique. Mais par contre, ce ne sera pas avec moi, mais avec un autre collègue. Il s'appelle M. Jarjoui. Normalement, c'est 30 heures, mais peut-être que ce sera un petit peu moins. Le but du projet, c'est que vous puissiez appliquer un peu ce qu'on va faire en cours d'électronique. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ce qu'on va faire en électronique, vous allez essayer de l'appliquer dans un projet et que vous allez faire aussi dans les TP.
Tout ça, le but, c'est que vous puissiez vous mettre, le but de ce programme-là, c'est que vous puissiez vous mettre à niveau pour que vous puissiez intégrer la deuxième année. Ça veut dire qu'en deuxième année, comme ça, vous n'aurez pas de difficultés. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait d'électronique? Bon, ok. Donc, il n'y a pas de... Ça va. Donc, je pense que... Parce que je ne vais pas vous faire toutes les présentations, parce que si vous vous présentez un peu, je pense que c'est un peu... Mais je préfère poser des questions, comme ça, c'est plus facile. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais fait d'électronique, qui nous le dit, comme ça, moi, ça me permet d'ajuster mon cours. Vous voyez, c'est pour que je puisse un petit peu détailler, de rentrer un petit peu dans certaines choses. Mais s'il y a des choses que vous connaissez, si vous avez déjà fait un peu d'électronique, hein, à la limite, je peux vous demander une petite fiche dans laquelle un peu ce que vous avez fait brièvement, hein, que vous pouvez m'envoyer. Comme ça, ça me permet un petit peu d'ajuster mon cours pour que je ne puisse pas faire un cours et que après vous aurez du mal à suivre. Voilà, donc en fait, il y aura ça. Par contre, le module, il a un coefficient 10. Bon, à titre d'exemple, quand vous allez faire l'électromagnétique, ça fait un coefficient 16. Par exemple, ou 12. Non, ou 12, je crois, 12. Là, vous avez un coefficient 10, c'est un coefficient aussi important. Hein, donc, ça veut dire que toutes les matières, ça compte, en fait. Quel que soit, même si on veut faire de l'informatique après ou autre, voilà, donc ça compte. Maintenant, pour le déroulement, donc en fait, du cours, là, on peut faire un petit aperçu, si vous voulez, s'il n'y a pas des questions. Hein. Je vous ai envoyé des documents. Maintenant, je vais vous dire un peu ce qu'on va voir en cours, hein, dans le programme. Donc, il y aurait ce qu'on appelle les théorèmes généraux. Ça veut dire, en fait, tous les théorèmes qu'on utilise pour faire des calculs, pour trouver ce qu'on cherche. Ça veut dire, parce qu'il faut maîtriser quand même, vous savez, bon, un ingénieur, il doit toujours justifier ce qu'il présente comme travaux. Donc, il faut les justifier. Donc, pour le justifier, il faut faire des calculs. Et là, on va faire un chapitre qui sera sur les théorèmes généraux. Ça, c'est un peu pour les calculs, tout ce qui est les lois d'Ohm, le théorème Thevenin, diviseur de tension, théorème de Millman. En fait, c'est les outils. C'est comme une clé à molette. Hein, c'est des outils mathématiques qui nous permettent de faire des calculs en électronique. Après, bien sûr, on va faire, je vais vous présenter les composants électroniques qu'on utilise. En gros, pour dire plus simple et pour faire plus simple, je vais vous présenter brièvement là, bien sûr, juste après cette présentation, là, on va parler des condensateurs, des résistances, en fait. Pourquoi? On va parler de 4 composants importants. Parce qu'avec ces 4 composants importants, on peut faire toute l'électronique, que ce soit analogique ou électronique numérique. Donc, ces composants, ce sont les résistances, les condensateurs, les bobines et le transistor, ou la diode, si vous voulez. Avec les 4 éléments, bien sûr, après, on va voir les amplis différentiels, on va voir beaucoup de choses. Mais les 4 éléments, il faut d'abord les revoir, mais après on rentrera dans les diodes zénaires, les régulateurs, les amplis différentiels et les amplis. Maintenant, je vous ai fait un complément du cours. Je vous l'ai envoyé. Donc je pense que les ALS, je ne les ai pas envoyés, il faut que je le renvoie. Je vais l'envoyer tout de suite pour les ALS, parce que moi je croyais que tout le monde était en Fontanet. D'accord? Donc, je vais vous l'envoyer aussi, mais pour l'instant, juste après la présentation, je vais partager avec vous l'écran. Hein, et là, parce qu'en fait, moi, les études, le bureau de service de scolarité, on m'a dit que tout le monde est sur le contact première année, formation Fontanet, et j'ai mis ça, tout formation. Je n'ai pas mis le ALLS. Donc, je m'excuse là parce que c'est une erreur des études. Parce qu'ils ne m'ont pas dit que c'est séparé. Mais je vais vous envoyer les documents, hein, pour ceux qui sont pour les Chinois. D'accord? Donc là, il y avait une erreur, et c'est pour ça que même pour nous rejoindre, c'est difficile, parce que moi, on m'a dit qu'on met FF, c'est bon. Finalement, il fallait faire première année formation Fontanet, et puis il faut faire ALS 20.
Parce que moi j'ai cherché ALS 22, mais j'ai pas trouvé, parce que j'ai trouvé 20, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que je me suis dit, bah, il y a que FFF. Voilà, c'est pour un petit peu vous expliquer. Donc, soyez rassurés, juste après cette présentation, je vais vous présenter un petit peu, je vais partager le cours qu'on va faire aujourd'hui, l'histoire de que vous voyez un petit peu quelque chose, que je vous présente quelque chose aujourd'hui, et juste après le cours, je vais vous envoyer le document, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais chercher les cours que je vais partager avec vous. Hein? Voilà, donc j'ai envoyé des choses, donc ça doit être bureau. Voilà, je vais partager avec vous un cours. Quand il y a, vous pouvez poser bien sûr au fur et à mesure des questions. Hein? Donc je vais sortir un cours que j'ai déjà envoyé. Je vous ai déjà, enfin, je n'ai pas envoyé à ALS, donc je vous le transmettrai après. Parce qu'il y avait ce petit problème de, comme je disais. Alors, après, je vais partager avec vous le cours, hein, ne vous inquiétez pas. C'est la première séance, c'est toujours un peu difficile même pour les profs. Hein. Parce que, bah, comme on avait, en fait, vous venez de rentrer, et puis au niveau des études, tout n'était pas, je dirais, tout n'était pas prêt dès le début. Alors, je vais les chercher, donc, cours Fontanet. Alors, je viens de le faire normalement, parce que je viens de l'envoyer. Hein. Je vais vous faire défiler, comme ça, on va le faire ensemble. Bon, est-ce qu'il y a des questions déjà pour... Bon, je vais voir ton bureau, donc voilà. Sinon, je vais voir ce que j'ai envoyé comme contact. Voilà. Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Hein. Voilà, je cherche juste le document, je vais l'ouvrir, allez. Il est dans mon bureau de toute façon, ce sera peut-être plus facile de l'ouvrir, je fais juste ça. Ah, je vais juste l'ouvrir tout de suite. TP Fontanet, normalement c'était là. Il était juste Fontanet, donc où est-ce que j'ai mis ça? Je vais l'ouvrir, Fontanet, mais pourtant je viens de l'envoyer, c'est bizarre. Cours Fontanet. Alors. Qu'est-ce que j'ai envoyé? DS, cours Fontanet. Fontanet, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Cours Fontanet. C'est lequel le cours? C'est cours Fontanet 1, c'est ça? Voilà, cours Fontanet 1. Voilà, donc je vais vous l'envoyer, je vais le partager avec vous. J'ai beaucoup de choses dans mon bureau ici, donc cours Fontanet 1, mais en minuscule. Voilà, voilà, il est là. Non, c'était P. Ah bon, allez. Je vais aller chercher directement dans le Fontanet. Hein, voilà. Je vais partager avec vous, comme ça, bon, on va commencer par quelque chose déjà. Il est dans équipe Fontanet FF. Voilà, il est équipe Fontanet FF, exactement. Sinon, voilà, je l'ai aussi ici. Pourquoi il me fait ça? Non, Fontanet, non, Fontanet. Alors, je vais partager, comme ça on va défiler un peu l'histoire. Le premier cours, ça se passe toujours un petit peu comme ça. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu le... Mais on va tout organiser autrement. C'est pour ça la première séance, bon, c'est pas toujours évident. Hein? Voilà, je vais partager avec vous. Voilà. Alors, voilà. Partager. Alors, où est-ce qu'il est maintenant? Il faut que je le fasse. Ça va? Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va? Ça va, Pierre? Est-ce que vous me voyez là?
Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien? Ok. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc je pense que les autres aussi, c'est bien. Même s'ils n'ont pas de document, ils vont le recevoir. Hein. Vous allez recevoir tous ce document. Mais ça, c'est juste un complément. Ça veut dire que pour commencer quelque chose, bah, je suis obligé de rappeler un peu certains éléments. L'histoire de rafraîchir un peu la mémoire. Voilà, donc j'ai ça. Donc voilà, en gros, j'ai appelé ça complément du cours. Ça veut dire que c'est quelque chose comme des rappels, hein, que tout le monde va recevoir. Voilà, donc je vais faire défiler. Donc voilà, ça c'est le cours. Alors, voilà le programme que j'ai mis ici. Hein. Voilà, c'est Fontané. Donc voilà, j'ai les appareils de mesure. Voilà, donc le sommaire, en fait, il y a ça. Je vais rappeler quelques composants. Hein, donc vous voyez, en fait, ici, ce qu'on appelle les composants passifs. Passifs, ça veut dire que c'est des composants, si vous voulez, ils vont pas, ce sont pas des, c'est contraire de actifs. Passifs, c'est-à-dire ce sont des composants dans lesquels ils ne vous donnent pas plus que ce qu'ils reçoivent. D'accord? Et puis ici, on a des composants, ce que vous voyez ici, ce sont des composants actifs. Là, ce sont des passifs. Ça, ce sont des composants actifs. Et ceux-là, on va le revoir après. D'accord? On va revoir tous ces composants-là. Aujourd'hui, je vais faire défiler brièvement. Même si vous n'arrivez pas à tout comprendre, ce n'est pas le problème. C'est que juste que vous sachiez un petit peu ce qu'on va faire. D'accord? Donc, voilà. Je vais commencer, bien sûr, par les composants passifs, pour les définir, à quoi ça sert et c'est quoi le rôle. Et puis après, je parlerai brièvement aussi de cela d'une manière simple. Juste comme rappel. C'est-à-dire, mais après, on va approfondir. Ceux-là, on ne va pas les approfondir parce que, comme vous voyez, ça va être, c'est des composants, c'est comme l'alphabet. Hein. Vous voyez, avec l'alphabet, il y a A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. On fait des mots, des paragraphes, etc. Donc, juste, il faut savoir à quoi ça sert. À quoi ils servent tous. C'est-à-dire, quel est le rôle. À quoi il sert chacun de ces composants-là. Par contre, ceux-là, si on va les étudier, il y aura des TP, il y aura bien sûr tout, ça sera étudié en détail. Voilà, donc ça, c'est juste un petit rappel, c'est comme l'alphabet, hein. Et puis là, ça va être détaillé, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste en parler comme ça, d'une manière simple. Voilà. Bon. Donc ne vous inquiétez pas, même si on ne fait pas tout, ce n'est pas le problème, hein. C'est juste qu'on rappelle. Hein. Voilà, là on va parler du condensateur. Au fait, les composants passifs, pardon, ce sont des composants qui dissipent de l'énergie. Toutes ces questions d'énergie, en fait. Si vous voulez, on va revenir en principe général, on parlera que plus d'énergie. Hein. Donc ici, on a des composants passifs. Les composants passifs, bien sûr, ce sont des composants, ils dissipent de l'énergie, ils peuvent stocker aussi de l'énergie. Qui dissipe l'énergie? Dissiper, ça veut dire on perd de l'énergie, on a par effet Joule. Et puis on stocke de l'énergie parce que des fois on en a besoin. On va les stocker et le jour où on en a besoin, on va les restituer. On va essayer de la restituer cette énergie. Donc ici, on va les voir les trois composants passifs. Ce sont les résistances. Les résistances, ils dissipent de l'énergie. Ça veut dire en fait ils sont là, quand on les utilise, il y a une perte de l'énergie, mais ils servent. Par exemple, la résistance, il sert à freiner le courant. Elle limite le courant, elle s'oppose au passage du courant. Ça veut dire quand on veut dans un circuit gérer le courant, on met des résistances, donc ça permet de freiner le courant, ça veut dire d'abaisser. Mais en freinant le courant, on dissipe de l'énergie. On perd un peu d'énergie, ce qui est normal, ce qu'on appelle dissipation. Et dans l'autre partie, bien sûr, on a des condensateurs. Les condensateurs, ce sont des réservoirs d'énergie. Ils sont là pour... on stocke de l'énergie, c'est comme une batterie. On y stocke de l'énergie et quand on en a besoin, on la restitue. On appelle ça, ce sont des réservoirs permanents. Permanent, ça veut dire tout le temps. Ça veut dire qu'ils gardent toujours l'énergie. On le restitue quand on veut. Par contre,
Ici, on a ce qu'on appelle des bobines. Ici, c'est des bobines, des selfs. Ce sont des composants, bien sûr, qui conservent de l'énergie, mais une fois qu'ils sont dans un circuit, on n'a pas le droit, quand ils sont chargés, on ne peut pas ouvrir un circuit, parce que sinon, ça fait du surtension. Ce sont des circuits qui conservent de l'énergie, mais de manière temporaire. Vous voyez, donc c'est un peu, pour vous schématiser ça, c'est comme si ici, les condensateurs, vous avez un compte bancaire pour faire un petit peu des bénéfices. Hein, voilà, donc, et là, vous avez une bobine, c'est un compte courant. Vous l'utilisez tout le temps. L'argent, il rentre et ça, ça. Donc, on ne stocke pas d'une manière permanente. Donc, voilà, en gros, pour les trois composants passifs. Donc, bien sûr, on va voir le rôle de chacun par la suite. Hein, vous voyez, les résistances, c'est ça. Hein, donc, on voit la résistance, c'est ça. On note comme ça le schéma d'une résistance quand il y a un courant là-dessus. Hein, vous voyez, on a la résistance R ici. Puis, une tension, elle est au sens opposé du courant. Le courant, il va comme ça, toujours comme ça. Et puis, la tension, elle est comme ça. Ben, on a quelques lois qui nous permettent justement de gérer le courant, la tension et de dimensionner la résistance dans un schéma. Donc, les lois, ça s'appelle la loi d'Ohm. Comme vous voyez ici, il y a U égale RI. Et ça veut dire que la tension qui est là, le V qui est là, est égale à la valeur de la résistance qui est là fois le courant qui est là. Et ça nous permet, bien sûr, après de choisir la résistance en fonction du courant, de la tension qu'on a et du courant qu'on veut. Ou on peut faire l'inverse. Ça veut dire si on a déjà choisi la tension et la résistance, on peut déterminer le courant qui circule ici. Vous voyez, vous avez les trois formules. En fait, les trois, c'est la même chose. En fait, ils découlent d'ici. C'est des lois d'Ohm. C'est la loi, parce qu'en fait, toute l'électronique, l'électrotechnique, une bonne partie, si vous voulez, c'est la loi d'Ohm. Tous les autres théorèmes, on verra qu'elles viennent de la loi d'Ohm. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok. Voilà, c'est un conducteur. Donc, des fois aussi, vous avez un fil. Quand vous avez un fil, tout simplement, en électronique de puissance, par exemple, quand vous avez un fil qui a une grande section et qui a une certaine longueur, il a une certaine résistance. Bon, bien sûr, les petits fils qui sont très fins, et leur résistance est égale à peu près à 0, elle est petite. Mais vous verrez que, bien sûr, on peut faire, comme vous voyez ici, hein, donc, quand j'ai un gros fil avec une section, une grande longueur, hein, donc vous verrez que dans la formule, comme on voit ici dans la formule, hein, la résistance de ce fil-là, vous voyez, elle dépend de la résistivité, du matériau avec lequel il est constitué, bien sûr de sa longueur et de sa section. La section comme ça, la surface qui est là. Donc le courant, il la traverse comme ça. Donc vous voyez, il a aussi une résistance. On peut utiliser un fil, on tient compte quand même des fois de ça. Voilà en gros quelques résistances, comment vous pouvez les voir sur les cartes électroniques. Hein. Vous voyez, vous pouvez avoir des résistances comme ça. Vous voyez, vous avez une résistance classique avec des codes de couleur qu'on verra par la suite, ils sont là. Vous avez aussi des résistances variables, comme vous pouvez voir ici, c'est un potentiomètre. Donc c'est une résistance, quand on fait tourner le bouton, ça change la valeur, comme ici, c'est variable. Donc, cela, c'est des résistances variables. Ça, quand vous voyez comme ça, ce sont des résistances de puissance qu'on met dans les circuits parce qu'elles dissipent de l'énergie. Donc, leurs valeurs, elles sont petites. D'accord? Ça, c'est de puissance. Tout cela, c'est de l'électronique normale. Vous voyez, ça, c'est de l'électronique classique. Ça, c'est de l'électronique classique. Classique. Par contre, là, on a des composants de puissance. De puissance, on s'en sert parce qu'ils ont une petite résistance, mais ils ont beaucoup de courant. Ils acceptent du courant important. Donc, ça se présente comme ça. En fait, en gros, ici, c'est un potentiomètre, on le dessine comme ça. Et donc, c'est l'équivalent de ça et de ça. Donc, leur schéma des deux qui sont là, que vous voyez là. Hein? Donc, Pierre, est-ce que vous voyez ma souris là? Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Voilà, juste pour tester, parce que des fois, on ne sait jamais si ça coupe le réseau, quoi, ça. Mais je vois, hein. Voilà, donc les autres aussi, je crois qu'ils vont suivre, juste ils ont du mal peut-être à communiquer, peut-être pour l'instant. Donc voilà, donc on peut voir le potentiomètre qui est là. Hein.
Donc, c'est des petits rappels. Mais après, bien sûr, ne vous inquiétez pas, là, c'est juste la première séance, c'est un petit peu comme ça. Maintenant, bien sûr, ces résistances-là, on peut toutes les mesurer. Il y a des appareils de mesure que vous verrez en électronique, en électrotechnique. Et puis, vous en avez soit des appareils comme ça que vous voyez ici, ce sont les anciens, mais ils sont précis. C'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils sont pas bons. Ils sont beaucoup plus précis que ceux-là. Hein? C'est pas sous forme d'un truc un galva, en fait. C'est un truc précis. Bon, on s'en sert bien sûr pour l'électronique. Après, c'est des questions de la précision qu'on veut. Donc, si on veut plus de précision, c'est ceux-là qu'on utilise. Ceux-là, c'est bien sûr des appareils qui nous permettent de mesurer la valeur des résistances, des courants, des tensions et même des condensateurs. Hein. Bien sûr, c'est moins précis que celui-là. Bien sûr, la résistance, il a une puissance. Donc, qu'on écrit comme ça, et l'énergie qu'elle va perdre, ça s'écrit P égale, c'est la tension qui la traverse, fois le courant, c'est la tension à ses bornes, pardon, fois le courant qu'il traverse. Donc, à partir d'ici, bien sûr, comme la tension V, c'est RI, vous voyez, on peut trouver la formule qui est là. C'est V carré sur R ou RI au carré. On peut trouver la même chose, RI au carré, parce que V, c'est RI. Ou on peut remplacer I par V sur R. Donc, vous voyez, on obtient ça ou ça. Donc, on a les deux formules. Bien sûr, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Ce n'est pas le but. C'est juste que vous sachiez qu'on peut dimensionner. On peut trouver la puissance, on peut trouver le courant, on peut dimensionner le composant. Hein, ça veut dire qu'on peut savoir quelle est la puissance donc pour le dimensionner, pour qu'il puisse supporter, pour qu'il ne crame pas le composant. Donc, ça, c'est la résistance. On peut voir après d'autres résistances, ce sont comme vous voyez ici, hein, vous voyez, ça c'est un peu des pistes qu'on retrouve dans les cartes électroniques. D'accord? Ces pistes-là, si on veut faire des calculs précis, on peut en tenir compte. Mais on fait rarement, hein, ça dépend de l'électronique. Si on est dans l'électronique de précision, si, on en tient compte un petit peu. Mais maintenant, vu les pistes qu'on fait, ils sont tellement petites, etc., que leur résistance, vous voyez, comme vous voyez ici, un exemple qui est donné ici, hein, la résistance est très faible. Donc, c'est pour ça qu'on n'en tient pas compte quand on fait notre électronique classique. Donc, ce n'est pas très gênant. Là, j'ai donné un exemple. Par exemple, si vous avez un circuit, ça c'est un circuit imprimé, hein, ça c'est les pistes qui sont dans une carte électronique. Ça, c'est la hauteur de la piste électronique. Là, c'est la longueur et vous avez la hauteur et la largeur. Donc, vous avez les trois paramètres, la longueur, la hauteur et la largeur. Donc, après, de quoi il est fait? Est-ce que c'est du cuivre ou autre matière? La piste, c'est du cuivre ou de l'aluminium ou ce qu'on veut. Ça dépend de comment il a été fait le dépôt ici. Hein. Et s'il y a un courant de 5 ampères, vous voyez, c'est quand même 5 ampères, c'est important. Hein. Vous voyez, on trouve une résistance quand même qui est de 12 milliohms. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle est petite quand même. Donc, bien sûr, après, voilà le code des couleurs. Pourquoi le code des couleurs? Parce qu'elle nous permet de déterminer la valeur de résistance. Bon, bien sûr, on n'apprend pas par cœur, il n'y a rien à apprendre par cœur, à part la loi d'Ohm, U égale RI. Hein. Mais ici, bien sûr, ça, on se sert d'un tableau, il y a des façons de les retenir, mais on ne va pas vous demander de les retenir. Hein. Donc le but, c'est juste que vous sachiez qu'il y a un code des couleurs, et ce code des couleurs, elle nous permet de déterminer la valeur des résistances quand on veut les choisir, ou quand ils sont dans un montage, pour pouvoir trouver leur valeur. Donc bien sûr, en principe, je vais vous expliquer. Donc là, on a dans une résistance, il peut y avoir 3 bagues, ce qu'on appelle des bagues, 3 couleurs, comme ça peut être 4 couleurs et une autre couleur différente qu'on appelle la tolérance. La tolérance, c'est un petit peu pour savoir la précision sur la résistance, parce que vous avez des résistances, ça dépend de la précision. Elles sont à 1%, à 2%, voire 50%, voire 10% de sa valeur qu'on va calculer par la suite. On va prendre un exemple. Je crois que j'ai des exemples ici. Par la suite. Hein. Vous voyez, par exemple, dans cette résistance-là, on a le premier chiffre, deuxième chiffre, enfin, on a ici le premier chiffre, enfin, je prends quelque chose un peu plus concret, allez. Ça va venir après. Hein. Je crois que j'ai pris des trucs un peu plus visibles. En fait, vous avez, là, par exemple, allez, on est là. Vous avez
des exemples de résistance qui sont là. Au fait, ici, c'est le premier chiffre. Imaginons que j'ai du rouge ici. J'ai le rouge c'est 2, bah c'est 2. Le premier chiffre, c'est 2. Le deuxième chiffre ici, comme c'est noir, c'est 0. D'accord? Donc ici, le bleu, c'est 6. Vous voyez, j'ai 206, parce que ça c'est 2, ça c'est 0, ça c'est 6. Et puis là, c'est ce qu'on appelle la tolérance. C'est la précision. Soit il est à 1%, soit à 5%, ou à 10%. 206. Là, j'ai 206 parce que j'ai 2. Premier chiffre, c'est 2. Deuxième chiffre, c'est là. Le troisième chiffre, il est là. Donc, le rouge, c'est 2. Le noir, c'est 0. Le bleu, c'est 6. J'ai 206. Plus la tolérance qui est là, je regarde le bleu. Après, je vais dans mon tableau. Je vais trouver, par exemple, le bleu, c'est 3%. Bah, c'est 3% des 206. C'est plus ou moins 3% des 206, parce que rien n'est précis. Vous voyez, ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle la tolérance. Là, c'est la tolérance. Ça, c'est le premier chiffre. Ça, c'est le deuxième chiffre. Ça, c'est le troisième chiffre. Bien sûr, on les verra par la suite, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour faire un petit rappel. Vous avez aussi des résistances qui sont comme ça. Ce sont des résistances que vous voyez, au fait, elles sont comme ça. Elles ne traversent pas le circuit. Ce qu'on appelle CMS. Ce sont des composants montés en surface. Ils sont, en fait, on les pose, on met une colle. On met une colle ici pour qu'ils touchent la piste. Ils n'ont pas des broches, des pattes. Vous voyez, ce qu'on appelle, ils se mettent au-dessus. Ils ne traversent pas la carte électronique. Donc, au fait, ici, il y a un contact, ici, il y a un contact. Et quand on le met sur une piste électronique qui est là, on met une colle et la colle elle est conductrice. Elle se met ici, on met ça dans un four et ça colle. Et quand on met ça dans un four, la colle, elle reste. Et puis l'eau, enfin le liquide, le solvant, il part. C'est comme si vous faites du papier peint. Donc vous le collez et puis après ça se tient. Voilà. Donc maintenant cette résistance aussi, elle a une valeur. Donc en fait on peut la lire dans ce sens-là. D'accord? Donc il y a bien sûr un indicateur ici. Vous voyez comme ici par exemple, vous avez A, B, C. Premier chiffre, deuxième chiffre, et ça c'est le troisième chiffre. Et qui compte le nombre de zéros. C'est le nombre de zéros. Toujours, le troisième chiffre, c'est le nombre de zéros. D'accord? Par exemple, ici, là, j'ai pris 206. Là, par exemple, vous voyez, le A, c'est le premier chiffre. Le B, c'est le deuxième chiffre. Et le C, c'est la puissance, ou le nombre de zéros. La puissance de 10 ou le nombre de zéros. Par exemple, si j'ai écrit ici 3, ici, on ne peut pas mettre des codes de couleur. Pourquoi? C'est tellement petit que les couleurs, ça c'est pas adapté. On met des chiffres. Vous voyez, par exemple, je mets 3 ici. Tout à l'heure, le rouge, si on mettait une bague ici, ça va être rouge, la troisième. Mais comme on ne peut pas mettre une couleur, c'est petit. Donc, on met des chiffres. On a mis 2. Donc, vous avez 3, 2. 3, 2. Ça veut dire 33. Et comme ici, il y a 2 zéros. Donc, ça veut dire 33, 3. Il est là, le 3, il est là, et vous avez 2, vous avez 2 zéros qui sont là. Vous pouvez corriger parce que là, j'ai une erreur. Là, ça, après, vous la corrigerez parce que là, il manque un zéro là. Vous voyez ici, parce qu'il n'y a qu'un seul zéro. Normalement, c'est 2 zéros. Vous voyez, il y a le 2 ici. Hein. Elle est bonne ici. Ici, elle est bien. Mais ici, il manque un zéro. Hein. Il y a une petite erreur. Bon, ici, je peux trouver aussi des résistances qui sont petites. Quand on utilise de l'électronique de puissance. Hein? Donc là, par exemple, il peut y avoir un chiffre, ici un chiffre, ici la lettre R. La lettre R ici, c'est une virgule. Comme ici, par exemple, 2, R, 2. 2, c'est le rouge dans le code des couleurs. Et donc, c'est 2 où je le garde, je n'ai pas besoin des codes des couleurs, je garde le 2. Le R, c'est une virgule. Et le 2, je garde le 2. Ça, c'est le premier chiffre. Ça, c'est quand il y a R ici, elle devient une virgule. Et ça, il n'est plus le nombre de zéros. Quand il y a le R ici, avant, c'était le nombre de zéros. Mais maintenant, quand il y a R ici, ce n'est pas le nombre de zéros. C'est une virgule tout simplement. Regardez ici, j'ai tout simplement 2,2.
Pourquoi? Parce que le dernier chiffre ici, ce n'est plus le nombre de zéros parce qu'il y a un R ici. Donc, après, bien sûr, vous pouvez avoir un exemple 2, 2, 3. Ça veut dire j'ai 2, 2 et 3 zéros. Vous voyez, j'ai 2, 2 et ça, c'est le nombre de zéros. Donc, j'ai 3 zéros ici. Donc, 2, 2, 2, 2 et 3 zéros. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça, c'est des petits rappels, mais on le verra après à nouveau. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit peu pour que vous ayez une idée déjà. Bon, les résistances, bien sûr, comme tous les composants, ils ont un certain nombre de paramètres, de caractéristiques, si vous voulez. Donc, quand on parle d'une résistance, on peut parler de sa valeur nominale. Nominale, c'est sa valeur qu'on a en moyenne. Bon, bien sûr, il y a une tolérance. Pourquoi? Parce que rien n'est précis, donc il y a une tolérance. Bien sûr, il y a une puissance maximale qu'elle peut dissiper. Ça veut dire si des fois on dépasse la valeur qui est indiquée par le fabricant, elle va cramer parce que elle ne va pas supporter la puissance. Bon, maintenant, la technologie. Bon, là, je ne vais pas rentrer trop parce que je ne veux pas vous compliquer. Ça, je fais pour les industriels. Pourquoi je leur parle de ça? Parce que pour eux, c'est bien de connaître la technologie. La technologie, c'est quoi? Ça veut dire comment il est constitué, de quoi il est constitué le condensateur, la résistance. Bon, bien sûr, vous avez toutes sortes de résistances en technologie. En technologie, on peut utiliser ce qu'on appelle du carbone, métal, donc pour faire une résistance. On peut utiliser juste un fil, comme on l'avait vu tout à l'heure. Si j'ai un gros fil, une section, une grande longueur, j'ai une résistance, mais il faut un gros truc pour avoir une grande résistance. C'est un petit peu gênant. Donc, après, vous avez des résistances variables qu'on utilisera par la suite. En fait, c'est juste des contacts entre deux éléments avec deux valeurs différentes. Et puis, on a le potentiomètre qui a aussi une résistance variable. Mais la technologie, c'est un peu ça aussi. C'est de quoi il est constitué, la matière. Et ça, à la limite, pour vous, c'est juste à titre d'information. Mais pour les industriels, quand je leur fais de la formation, parce que je leur parle aussi de ça, avant de leur parler de gros projets, parce que bon, des fois, il y a des gens avec eux qui connaissent pas trop, et qui veulent un petit peu se former. Bon, donc je leur parle de la technologie parce que eux, ils sont là pour ça, pour cette technologie en fait. Donc je préfère quand même vous le montrer parce que vous serez des futurs ingénieurs et que vous sachiez un petit peu qu'on en parle. Bon, bien sûr, les résistances, leur utilisation. Donc j'ai cité quelques utilisations ici. Bien sûr, dans l'année, on va en parler. À chaque fois, on va les répéter. Ne vous inquiétez pas. Mais là, pour cadrer un petit peu déjà, ça vous donnera une idée un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, bien sûr, leur utilisation, ils limitent le courant. Pourquoi? Parce que c'est d'où le mot résister. Elle résiste au passage du courant. Elle réduit le courant. Donc, ça nous permet de contrôler le courant dans un circuit. Parce que ce qui est important dans l'électronique, que ce soit faible courant ou grand courant, c'est le courant. Vous voyez, c'est ce qui nous intéresse. Le courant et la puissance. Bien sûr, souvent, on parle d'attention, mais ça, c'est un petit peu d'une manière, je dirais, c'est des mauvaises façons de parler. Parce que ce qui compte beaucoup plus, ce qui est important, c'est le courant et la puissance qui se portent à un élément. Bon, bien sûr, la tension est liée aussi pour quelque chose, mais vous verrez par la suite que c'est beaucoup plus la notion du courant qui nous intéresse. Donc, bien sûr, il s'oppose au courant. Et il est là pour mesurer le courant, puisqu'on peut le faire en shunt. Des fois, quand on veut mesurer un courant quelque part, on met une résistance. C'est un moyen de mesurer. Et puis, avec l'appareil, on prend la tension, on applique la loi d'Ohm, U égale RI. Parce que sinon, on n'a pas d'autre moyen, à part des pinces ampérométriques que vous verrez par la suite, qui sont à peu près un effet Hall. Enfin, un effet champ magnétique, qui se crée qu'on mesure le courant. C'est des pinces qu'on utilise pour mesurer des courants forts. Mais pour mesurer du courant faible, la pince ampérométrique, elle ne peut pas le faire. C'est un appareil qu'on utilise en électrotechnique. Donc, pour tout ce qui est courant faible, on se sert bien sûr, on met une résistance et on applique la loi d'Ohm, on peut trouver un courant qui traverse. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas varier les caractéristiques du courant, du montage, parce qu'elle est en shunt. En shunt, ça veut dire en parallèle. Donc, et il nous permet bien sûr de prélever un petit peu. C'est comme vous faites chez médecin et puis vous prenez une petite prise de sang pour voir un petit peu ce que vous avez. Donc, il nous donne des informations sur le courant.
Hein, et puis après, on multiplie par un coefficient. Hein. Donc, bien sûr, on en fait des diviseurs de tension. Ça veut dire, des fois, on a des tensions, quand je dirais, importantes pour nous en électronique. On est des 15 volts, 10 volts, 5 volts. Hein. Mais des fois, on n'a pas besoin, 5 volts, ça fait beaucoup. Donc, on va les réduire à 2 volts, 3 volts ou autre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des diviseurs de tension, des petits montages à base de résistance qui vont nous permettre de réduire la tension, parce qu'on n'a pas besoin d'une tension, par exemple, de 5 ou de 10. On n'a besoin que de 2 ou de 3. Hein, voilà, donc elle sert aussi à ça. C'est ce qu'on va voir dans les théorèmes généraux, bien sûr, pour faire ce qu'on appelle un diviseur de tension. Maintenant, voilà, vous avez aussi des résistances, mais ça, c'est beaucoup plus industriel. Hein. Ce que je vous donne ici, c'est beaucoup plus industriel. Ce n'est pas que en termes pédagogiques universitaires. Pourquoi? Parce que ce poulet-là, c'est un peu le poulet que j'utilise aussi pour les industriels, parce que j'y ai intégré des choses. Sinon, je serais limité juste à quelques transparents au début. Mais je voulais aller plus loin parce que aussi c'est pour vous, vous serez des futurs ingénieurs et puis vous serez en entreprise et puis voilà, j'ai parlé un petit peu de toutes sortes de résistances qui existent, ce qu'on appelle les résistances. Là, on a par exemple des polyswitches. Des polyswitches, ce sont des résistances variables, mais c'est en fonction du courant et de la température. Ça veut dire que la résistance, il varie ici. Si le courant, il varie d'une manière importante, la valeur de la résistance, il varie beaucoup. Du coup, on peut couper un circuit. Vous savez, c'est comme un truc de réarmement. Vous savez que c'est comme un disjoncteur. On peut s'en servir comme un disjoncteur. Vous voyez la courbe ici. Lorsque le courant il monte vite, on peut mettre un appareil qui détecte, comme celle-là, elle varie vite. Donc, on peut mettre un dispositif pour mesurer, pour couper le courant dans un circuit. Mais bien sûr, ce n'est pas un circuit de puissance. C'est un circuit, pour nous, c'est 10 milliampères, mais quand on dépasse une certaine valeur, des fois, ça gêne. Donc, on peut couper le circuit. Voilà, ces résistances-là, ce qu'on appelle des polyswitches, ça sert comme un disjoncteur. Après, on la réarme après. Elle revient après. Une fois qu'elle a refroidi, elle va commencer à conduire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un composant qui, lorsqu'il a une certaine valeur, ça coupe le circuit. Et que le courant qui traverse ce circuit, bien sûr, c'est des milliampères, hein, donc c'est des courants faibles, mais une fois qu'elle est refroidie, elle commence à conduire. Vous voyez, ça, c'est très important en industrie. Et donc, comme vous pouvez voir ici, vous voyez ici, c'est presque linéaire et puis c'est fixe. Et puis, le saut qui est là, il nous indique qu'il y a un courant qui dépasse une certaine valeur. Et donc, ça coupe le circuit. Et tant que cette résistance est chaude, le circuit est coupé, c'est qui est bien. Ça veut dire que ça protège ce qui est après. Et quand celle-là est refroidie, ça veut dire que le courant n'est plus important. Et puis, du coup, ça conduit. Vous voyez, c'est comme si vous avez un fusible qui, lorsqu'il y a un défaut, il coupe, il fond pas. Donc, il coupe. C'est comme si vous avez un disjoncteur qui va couper, puis qui se remet tout seul après. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant. Pour nous, l'électronique, ça, c'est intéressant. Bon, bien sûr, après, il y a des paramètres, bien sûr. Ça, c'est des paramètres. Bon, bien sûr, il a un temps de réponse, c'est comment il réagit. Le temps de réponse, c'est la courbe qui est là. Des fois, vous l'avez, il est très pointu, comme ça, tout droit. Et puis, des fois, il est un peu doucement. Ça monte doucement. Ça dépend. Ce qu'on appelle le temps de réponse. Bien sûr, il y a un calibre, ça veut dire une valeur pour chacun, et coupe une certaine valeur de courant. Hein. Maintenant, les utilisations, comme j'ai dit, vous voyez, ça sert aussi pour protéger. De protection des câbles. On se sert pour protéger des câbles, on se sert pour protéger un certain nombre d'instruments. Donc, vous voyez, c'est un fusible réarmable. C'est réarmable tout seul. Il se réarme tout seul. Parce qu'une fois que sa température baisse, ça veut dire que le courant n'est plus important, elle commence à conduire. Ça permet de localiser quelque chose, de localiser un défaut, qu'on verra par la suite. Vous voyez, c'est des composants intéressants. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle des résistances. Dans la valeur, elle varie en fonction de la tension qui la traverse. Elle ne varie pas qu'en fonction de la température. Elle varie en fonction de la tension qui la traverse. Donc, on la représente comme ça. Donc, vous voyez ça, ça veut dire que lorsque la tension ici, elle augmente, la valeur de celle-là, elle change. Voilà, donc, elle sert ce qu'on appelle aussi dans l'électrotechnique, c'est résistance contrôlée en tension. On s'en sert beaucoup en électrotechnique. Protection contre les surtensions. Quand il y a des surtensions, ça veut dire quoi des surtensions? Ça veut dire des pics de tension. Des fois, la tension, elle monte, elle descend, mais en un temps très court. Ça peut perturber certains appareils électroménagers ou autres,
et ça peut cramer des appareils. Et donc, celle-là, elle coupe, elle nous permet de couper. Donc, vous voyez, donc, en fait, aussi, on a ce qu'on appelle des thermistances. Tout cela, ce sont des résistances. Hein. Bien sûr, là, je vous en parle en termes industriels. Mais nous, on va parler juste de la résistance normale par la suite. Hein. Voilà, là, je vous fais juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs types de résistance. Donc là, vous avez une thermistance. Ça veut dire que c'est une résistance, c'est un peu celle qu'on utilise en électronique couramment. Vous voyez, donc sa résistance, elle varie en fonction de, elle a une valeur nominale. Souvent, on néglige le terme qui est là. Celui-là, souvent, on le néglige. Hein, parce qu'elle est toujours souvent petit devant 1. Mais, par exemple, vous avez tous une chaudière. Vous avez tous, par exemple, souvent, on met des résistances à l'extérieur de la maison pour relever la température à l'extérieur de la maison et à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle des thermistances. Bon, celle qu'on met à l'extérieur, le alpha ici, il est négatif. Vous voyez ici, c'est négatif. Donc, par contre, le terme qui est là, il n'est pas négligeable devant 1. On se sert comme capteur, en fait. Ces thermistances, la résistance normale, nous, qu'on utilise couramment en électronique, le terme qui est là, il est négligeable. Il est négligeable devant 1. En fait, la résistance, ça fait résistance nominale. Ça veut dire que même si la température, elle varie, comme le alpha, elle est très faible, c'est 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 6, vous voyez, même si la température elle devient très grande, le terme qui est là, elle est toujours petit devant 1. Donc, en fait, comme si on a R égale à R nominal. Ça, c'est la résistance dont on a parlé tout au début, classique. Mais, il existe des résistances, c'est pour ça qu'on l'appelle thermistance. Thermistance, ça veut dire thermique. Il y a le mot thermique que vous voyez ici. Thermistance, stance, ça veut dire résistance. Et le mot thermie, ça veut dire thermique. Donc, thermistance. Ça me fait rappeler qu'il y a un effet thermique et qu'un effet résistif. Et donc, ça veut dire que le terme qui est là, je dois en tenir compte. Ça veut dire que j'ai un capteur. C'est une résistance que je peux utiliser comme capteur. Donc, je vous prends un exemple des maisons maintenant. Dans les maisons, on met un capteur à l'extérieur. Dans les maisons maintenant, on met, pour contrôler le chauffage à la maison, des fois on met une résistance à l'extérieur et un capteur à l'extérieur et un capteur dans la chaudière. La résistance, le capteur qui est à l'extérieur, le terme qui est là, le alpha il est négatif. Donc, quand la température à l'extérieur il varie, le terme qui est là n'est plus négligeable devant 1. Il compte parce que le alpha n'est pas petit. Donc, elle nous donne une valeur sur la température à l'extérieur de la maison. Par contre, quand celui-là, c'est un peu le capteur qu'on utilise dans la chaudière. Donc, la chaudière après, ou à l'intérieur de la maison, elle mesure la température à l'intérieur de la maison. Donc, ici, le alpha, il est petit, on se sert comme capteur interne. Donc, vous voyez, à la fois, on a un capteur ici, lorsque ça est négatif, on s'en sert comme capteur, ce qu'on utilise dans les maisons pour contrôler. Pourquoi pour la maison? Parce que, tout simplement, parce que pour que la chaudière, ça dépend comment on veut qu'on chauffe. Si par exemple à l'extérieur de la maison, il fait moins 10 et que vous voulez à la maison arriver à 20, il faut que la chaudière chauffe beaucoup plus. Par contre, si vous avez une température à l'extérieur de la maison, elle est à 10 et vous voulez passer à 12, vous voyez, la chaudière, elle ne va pas faire beaucoup d'efforts. Donc, comme ça, la chaudière, elle démarre doucement. Vous voyez, cela, ça nous renseigne un petit peu comment le fonctionnement de la chaudière. Est-ce qu'il va déclencher vite pour aller chauffer vite ou chauffer moins? C'est pour ça qu'on met un capteur à l'extérieur et un capteur à l'intérieur pour réguler. Comme ça, le démarrage de la chaudière, plutôt qu'elle démarre à chauffer jusqu'à 70 degrés, par exemple, elle va commencer à chauffer à 40, 30, etc. si l'écart est très petit entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez, ça c'est important, et surtout pour les industriels. Donc je vous en parle comme pour les industriels, c'est très important. D'accord? Donc vous voyez, donc c'est une résistance variable, ça sert comme une protection thermique, c'est un peu les chaudières, etc. Voilà, donc on avait vu un certain nombre de résistances. Donc là, je vais vous faire défiler, on va parler des condensateurs. Donc on prend le temps un petit peu
Bon, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Donc, Non, si... comment ça va? Ça va très bien, ok. Donc, en tout cas, même si après, si vous relisez après la prochaine fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, on va parler maintenant des condensateurs qui sont des réservoirs permanents d'énergie. Ça veut dire quoi permanent? Ça veut dire on les charge comme une batterie. Lorsque je le charge, je peux le débrancher du circuit. Et j'aurai la tension qui reste. Bon, bien sûr, après, si ça reste longtemps tout seul et ouvert, il perd un peu comme la batterie d'une voiture. Vous comprenez que c'est fait thermique, etc. Par contre, la bobine, qu'on verra par la suite, c'est un réservoir d'énergie. Quand il est dans un circuit, elle stocke l'énergie, mais on ne peut pas l'ouvrir. Si vous ouvrez, ça fait du surtension. Donc, elle est là pour stocker de l'énergie dans le circuit, mais on ne l'ouvre jamais. On n'enlève jamais du circuit quand il est chargé, parce que ça fait des surtensions. Donc, c'est ça ce que ça veut dire permanent et temporaire. Donc, le condensateur, c'est un réservoir d'énergie qui est permanent. Ça veut dire qu'il garde de manière permanente, même si vous l'enlevez du circuit, il garde l'énergie. Donc, son symbole, il est comme ça, comme vous pouvez voir, on dessine comme ça. Pour ne pas introduire la fréquence, etc., on a préféré parler du temps. Donc, on fait le temps et les dérivés. Vous voyez, donc ça veut dire le courant qui traverse ici, comme vous voyez ici, c'est C fois la variation de la tension. Ça veut dire quoi cette formule-là? Ça veut dire tout simplement quand vous voyez que c'est une dérivée par rapport au temps, on sait que la dérivée, c'est la variation. En fait, ça veut dire que le condensateur, il s'oppose à la variation du courant. Vous voyez ce qui est là? Ça veut dire I égale à C d de V sur d de t. Il y a d de V sur d de t, ça veut dire, pardon, il s'oppose à la variation de la tension, excusez-moi. Ça veut dire que le condensateur, quand je voulais limiter des petites variations de tension dans un circuit, je le mets en parallèle. Comme ça, quand il y a des petites variations, il les absorbe. Donc ça stabilise en fait la tension. C'est pour ça qu'il y a la variation de la tension, dérivée, la dérivée. Bon, ça c'est des maths, bien sûr, vous allez me dire, c'est mathématique, mais il faut le comprendre en sens électronique. En sens électronique, la dérivée, ça veut dire la variation, ça veut dire qu'il s'oppose à la variation de la tension. Donc, en théorie, quand je le mets en parallèle. Voilà. Donc en fait, ça se présente comme sous forme de 2 heures armatures que vous voyez ici, souvent. Puis après, vous avez d'autres condensateurs qui ne sont pas comme ça. Hein. Vous pouvez vous-même faire un condensateur. Vous prenez 2 plaques métalliques. Il y a un isolant qui peut être de l'air qui est là, par exemple, ou vous mettez un isolant et vous mettez une autre plaque, vous avez un condensateur. Et la valeur de ce condensateur, c'est ça. C'est la surface qui est là, que vous voyez ici, fois l'isolant qui est là, la constante de l'isolant. Ça, c'est la constante diélectrique d'un isolant. Chaque isolant, il y a une constante. Donc là, l'air, il a une constante. Et puis, si vous mettez, je ne sais pas, il y a beaucoup de matières qui sont isolantes, on les met ici. Donc, ils ont un epsilon. Et puis, le D, c'est l'écart qui est entre l'écart des 2 lames. Ça, c'est un peu des condensateurs qu'on peut faire soi-même. Si on veut les faire, on peut les faire facilement. Hein. Donc, sinon, il y en a d'autres formes de condensateurs qui sont industriels, que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai un condensateur ici, ce sont des condensateurs chimiques. Chimiques, pourquoi? Parce qu'ils ont un moins et un plus. Ils stockent de l'énergie, on les dessine comme ça. Vous voyez, il y a une barre ici. Les 2 barres, ce n'est pas que 2 traits. Il y a un trait qui est épais, que vous voyez ici, et un trait ici. Contrairement à celui-là, vous voyez, c'est que 2 barres. On voit que 2 barres, donc ça veut dire que c'est un condensateur qui n'est pas chimique. D'accord? Là, c'est un condensateur chimique. Hein. Par contre, celui-là, ce n'est pas chimique. Hein. C'est un condensateur classique. D'accord? C'est juste pour voir un peu, en fonction des valeurs, on fait des technologies différentes. Voilà, ça c'est une technologie chimique, hein, et puis ça c'est une autre technologie, hein, dont on parlera peut-être après si vous voulez, mais pour ne pas vous embrouiller trop, c'est juste pour dire qu'il n'est pas polarisé, il n'y a pas moins et plus. Et puis ils ont la même formule en fait. Hein. Vous voyez, ici c'est chimique, on trouve la valeur ici, c'est inscrit ici. Ça c'est la borne moins, et puis comme ça c'est la borne moins, l'autre patte c'est la borne plus. Là, j'ai la borne moins, et là, de l'autre côté, c'est la borne plus. Ça veut dire la borne là ou la borne là. D'accord? Bien sûr, il y a un ordre pour le poser dans un circuit. Ça, c'est important. Bon, la valeur est inscrite ici. Hein. Vous voyez ici, c'est par exemple 470 microfarads. Ou Faraday, il y en a qui parlent.
Farad, Faraday, c'est la même chose. Hein. Ici, micro, donc on voit les valeurs. En fonction des valeurs qu'on veut, on a soit cette technologie-là, soit cette technologie-là, soit celle-là, soit la technologie ici. Tout dépend de ce qu'on veut comme valeur. Donc maintenant, le condensateur, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, quand je mets ici, il se charge. Ça, c'est vous voyez, hop, il faut la charger. Une fois il est chargé, je peux l'ouvrir. Je peux ouvrir le circuit ici. Et puis, le condensateur, il devient comme une batterie. Lui, il peut alimenter ce circuit qui est là. Par contre, si c'était une bobine ici, je ne peux pas ouvrir le circuit ici. Une fois que j'ouvre ici, il y aura une surtension ici. Il se décharge tout de suite. C'est pour ça qu'on parle d'un réservoir permanent et d'un réservoir temporaire. Bon, bien sûr, l'énergie, on peut la calculer. Vous voyez, il suffit juste, on met toujours... bon, on ne vous demandera jamais de l'apprendre par cœur. En tout cas, pas dans mon cours. C'est pas l'objectif. Q égale à CV, ici, il faut la connaître. C'est comme la loi d'Ohm, ici. U égale à RI, Q égale à CV, ça, il faut la connaître. C'est un petit peu, je dirais, comme un truc basique. D'accord? Mais à partir de là, bien sûr, je remplace U ou C, je trouverai l'énergie qui est là, qu'on verra par la suite. Là, c'est juste un petit rappel un peu général, mais de toute façon, vous allez voir, hein, on va tout aborder par la suite. Bien sûr, le condensateur, comme la résistance, il a une valeur nominale. Ça veut dire, après, si la température elle intervient, elle peut changer sa valeur, hein, ce qui est normal. Il y a une certaine tolérance. On n'a jamais un condensateur qui est parfait. Je veux dire, en physique, en électronique, au réel, même quand vous mesurez, vous, avec une règle ou quelque chose comme ça, en physique et une valeur n'est jamais exacte. C'est impossible parce qu'il y a une tolérance, c'est l'erreur qu'on commet ou l'erreur qui existe déjà d'origine. Donc, c'est ce qu'on appelle une tolérance. On parle du nominal. Quand on dit nominal, ça veut dire on ne tient pas compte de la variation de température, etc. Donc, sa valeur, sans qu'il y ait de variation, ça veut dire à une température laboratoire qu'on utilise, nous, 25 degrés. Une tolérance, c'est la variation. La variation qu'on a, c'est l'erreur qu'on peut commettre dans la valeur qui est là. Donc, bien sûr, ces variations, elles varient en fonction de la température. Il y a une valeur maximale qu'il ne faut pas dépasser à ces bornes, sinon il va claquer. Et claquer, ça veut dire qu'il va être coupé en deux. Hein. Et puis, il y a un courant maximum qu'il ne faut pas dépasser. Et ces valeurs-là, on ne les invente pas, en fait. Elles sont fournies par le fabricant. Donc, vous avez bien sûr ici tout type de condensateurs avec des technologies, comme j'ai dit. Les technologies, c'est le fabricant, en fait, ça dépend. Je vous ai parlé des différentes, soit chimiques, soit tantales, etc. Donc, là où il faut faire attention, c'est les chimiques. Vous voyez, ce symbole-là, ça veut dire tous les autres condensateurs, à la limite, ce n'est pas gênant quand vous les mettez. Par contre, si je viens sur le condensateur qui est là, hein, comme il a des plus et moins, il faut faire attention comment on le branche. Si on le branche dans le mauvais sens, le plus et les moins dans là où il ne faut pas, paf, il peut fumer. Ça veut dire couper. Il peut cramer. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez le symbole qui est là. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut respecter la polarité. La polarité, ça veut dire le plus et le moins. Sinon, ce sont ces condensateurs-là. Sinon, les autres, il n'y a pas de respect il n'y a pas de plus et moins, donc on les met comme on veut, hein, dans le sens qu'on veut, ça n'a pas un sens particulier. On dit c'est pas polarisé. Voilà, on trouve des symboles qui sont comme ça dans les schémas électroniques, hein, les condensateurs. On voit un peu celui-là, c'est le classique, comme je vous ai dit, c'est deux lames en face. Là, comme vous voyez, en fait, ici, c'est un condensateur électrique, donc en fait, on a le plus et le moins, ou on a le plus et le moins, c'est pareil, soit on a cette représentation-là, soit celle-là, elles sont les mêmes. Hein, c'est pour ça un condensateur électrolytique, ça veut dire qu'il est chimique, ça veut dire qu'il faut faire attention. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il faut attention. Il y a le plus et le moins. Là et là, non. Il n'y a pas de... On les branche comme on veut. La différence entre là et là, c'est que celui-là, il n'est pas variable. Celui-là, il est variable. Pourquoi il est variable? Il suffit les deux surfaces. Vous voyez, comment on obtient un condensateur variable? Comme ça dépend de la surface, je reviens là, vous voyez, je reviens là. Si les deux surfaces sont face une à l'autre, j'ai un condensateur maximum, une valeur maximale. Si je fais une rotation de cette surface-là, j'aurai que un demi de celle-là qui est en face de celle-là, donc j'aurai la moitié du condensateur.
Vous voyez? Donc c'est comme ça on fait des condensateurs variables. On met deux sections comme ça, et quand on fait les sections, elles ne sont pas en face à face. En fait, la surface qui compte ici, c'est la surface qui est face à face. Là, j'ai des face à face totales, une en face de l'autre. Si je fais une rotation de pi sur 2 ici, que de cette surface-là, celle-là, je ne la bouge pas, j'aurai le condensateur sur 2. Parce qu'il n'y aura que la moitié qui est en face de celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait des variables. Voilà, donc maintenant, on va poursuivre. Des condensateurs, bon, bien sûr, on se sert comme réservoir d'énergie, mais on peut faire aussi du filtrage. Vous verrez, en électronique, on va faire des filtres. Les filtres, ça sert à quoi? Ça sert à éliminer certaines fréquences. Et ce qui dit fréquence, ça veut dire des fréquences parasites, des bruits, des choses comme ça, des fréquences dont on n'a pas besoin. Parce que dans beaucoup d'applications, vous avez des fréquences des fois indésirables, qui gênent. Et on en fait... le condensateur, elle intervient dans beaucoup de filtres qu'on fait en électronique. Vous avez aussi la CEM. On fait la CEM, ça veut dire la compatibilité électromagnétique. C'est parce que des fois, il y a des circuits qui rayonnent beaucoup, qui envoient beaucoup de fréquences. C'est un peu le filtrage, en fait. Donc, on les fait directement pour éviter que cette carte électronique rayonne beaucoup. Ça veut dire on voit des fréquences à côté pour gêner. Par exemple, moi, j'ai un téléphone, je l'utilise à côté de la télé. Si mon téléphone n'est pas dans les normes CEM, quand je l'utilise mon téléphone, il va gêner la télé. Ça veut dire le bruit. Vous verrez le bruit dans la télé. Par contre, quand il obéit à la CEM, quand j'utilise mon téléphone, il ne perturbe pas la télé puisqu'il n'envoie pas des fréquences à la télé. Donc, vous voyez, c'est un réservoir d'énergie, comme j'ai dit. Donc, ça veut dire on peut, en électrotechnique, on s'en sert beaucoup dans des alimentations à découpage, etc. Ce que vous verrez en électrotechnique. Maintenant, une bobine. Une bobine, en principe, c'est juste un fil qu'on fait tourner comme ça. Vous voyez, vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez, ça, c'est une bobine. Et puis, bien sûr, il y a aussi des bobines industrielles qu'on fait comme les résistances. On a un fil, et là, vous avez un fil, mais par contre, il faut qu'il soit autour de quelque chose. Et puis, on a une bobine. Une bobine, c'est un réservoir d'énergie, mais qui est temporaire. Ça veut dire que quand il est dans un circuit, il magasine de l'énergie, et puis on n'a pas le droit d'ouvrir le circuit. Donc, en fait, l'énergie qui est là, on s'en sert après. C'est ce qu'on appelle des alimentations à découpage, etc. Ça, on se sert beaucoup. À découpage, parce que ça découpe, ça coupe. Ça veut dire on fait des paquets, on fait des transferts d'énergie par paquet. Donc, c'est pour ça qu'on va stocker ici, on attend un moment, on envoie de l'énergie à un autre circuit. C'est le transfert par paquet. Bien sûr, la tension au bord ça s'écrit comme ça. Donc, ce que veut dire quoi, en fait, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une dérivée ici. Donc, la dérivée ici, d de I sur dt, ça veut dire que la bobine, elle s'oppose aux variations du courant. Ça veut dire quand j'ai un courant qui varie, c'est un peu ce qu'utilise l'EDF dans les réseaux. Vous avez toujours des bobines, quand vous regardez dans les panneaux électriques de votre ville ou votre région, etc. Des fois, vous voyez une grosse bobine qui est comme ça, parce que il y a beaucoup d'usines, etc. Ça perturbe un peu le réseau. Il y a un courant qui varie et ça gêne les voisins. Et donc, du coup, on met des bobines, ça permet que le courant soit lissé, ça va être constant, ne bouge pas trop. Parce que si le courant il bouge trop, il peut abîmer beaucoup d'appareils. Donc, et puis les industriels, et puis tout ça, ils sont obligés, comme par exemple l'EDF, il est obligé, comme il utilise par exemple dans les trains, les métros, etc., des réseaux électriques, ça perturbe. Donc, ils mettent toujours une bobine qui permet de lisser le courant. Vous voyez, c'est ça la notion de la dérivée qui est là. Ça veut dire qu'il s'oppose à la variation du courant. Il lisse le courant. Quand il y a des petites variations du courant, ça les lisse. C'est ça ce que ça veut dire, la dérivée qui est là. Bien sûr, vous pouvez la faire à la main si vous voulez. Vous pouvez fabriquer une bobine en mettant un fil autour d'un isolant qui est là, par exemple. Mais il faut que ce soit ça, un isolant. Il ne faut pas que ce soit un conducteur. Et l'air aussi, c'est un isolant. Comme ici, l'air, c'est un isolant. Donc, il y a une constante diélectrique, une perméabilité du matériau qu'on utilise, qui est le mu. Et puis après, on peut calculer la valeur de la bobine. Bon, bien sûr, certaines bobines, ils n'existent pas en termes industriels, on les fabrique à la main. On fait cette méthode-là, on fait cette formule-là. Parce que industriellement, ils n'existent pas. Donc, parce qu'industriellement, on ne peut pas fabriquer tout. Vous voyez ce que je veux dire?
le fabricant des bobines et tout ça, comme le fabricant des résistances, il ne peut pas fabriquer toutes les résistances. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 1, il y a une infinité de valeurs. Vous avez 0, 0,001, 0,01, vous avez 0,3, 0,2. Donc pour arriver à 1, c'est infini. Donc vous voyez, donc il ne peut pas trouver des valeurs infinies. Donc ce que veut dire, les industriels, ils fabriquent un certain nombre de composants, puis après, ils laissent le soin. Il sait que à partir d'un certain moment, on peut bidouiller entre guillemets une résistance. Bidouiller, pas dans le sens scientifique. Hein. Vous voyez, ça veut dire on peut calculer. Hein. Pourquoi on va jouer juste sur l'isolant qui est là, on joue sur la longueur de nos spires qui sont là. On fait un certain nombre de spires n, c'est le nombre de spires qu'on a ici, le nombre de tours qu'on fait ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ça dépend de la section qui est là. Hein? Voilà, on peut faire soi-même sa propre bobine, mais d'une certaine valeur, bien sûr. Certains autres, ils existent industriellement. Voilà, donc on la note L, comme vous voyez ici, il y a toujours une valeur nominale, parce qu'elle aussi, comme c'est un fil, elle dépend aussi de la température, ce qui est normal. La valeur nominale, c'est une valeur qu'on met à 25 degrés, donc on suppose que voilà, c'est une valeur qu'on utilise couramment. Donc bien sûr, il y a une tolérance, ça veut dire la valeur n'est pas précise, donc c'est la valeur qui est là, plus ou moins quelque chose, selon la technologie qu'on a utilisée. Hein, bien sûr, il y a un courant qu'il ne faut pas dépasser, parce que c'est un fil, en fait, n'oubliez pas. Et si on met un courant très fort, le fil il peut fondre. Et puis après, voilà, on perd notre composant. Maintenant, les technologies, bien sûr, ça existe. Il y a beaucoup de sortes de technologies. Ça, c'est au niveau industriel, c'est au niveau fabrication. Hein. Bon, bien sûr, je ne vais pas trop détailler ça parce que ça va vous embrouiller trop, mais ce qu'il faut savoir, qu'on fabrique une bobine en fonction de sa valeur. Et sa valeur, elle dépend. Après, pour obtenir une certaine valeur, on est obligé de passer par une certaine technologie. Ça veut dire, pour certaines valeurs, je ne peux pas utiliser cette technologie-là. Ce qui justifie les différentes technologies qui existent. Maintenant, les composants, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bon, bien sûr, on utilise dans les filtres, etc. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Là, on avait vu tout ce qui est les composants passifs. Maintenant, je vais passer juste brièvement sur le composant actif, puisque c'est les composants actifs qu'on va voir par la suite. Bon, bien sûr, les résistances et les condensateurs, les bobines, ils vont intervenir. Mais les composants actifs, il faut les étudier un peu plus en détail. Pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement différent. Comme vous voyez ici, par définition, elles permettent d'obtenir un gain entre signal d'entrée et signal de sortie. Ça veut dire que ce sont des composants qui nous permettent d'obtenir un gain, contrairement, par exemple, aux autres qu'on utilisait avant, les composants passifs. Par exemple, je vais vous parler des diodes, par exemple, des transistors, etc. Tous ces composants-là, généralement, maintenant, ils sont fabriqués avec des semi-conducteurs. D'accord? Bon, bien sûr, pour ceux qui font de l'électronique de puissance, le relais, c'est un composant actif. On le considère quand même, c'est un composant actif. Malgré que c'est juste une bobine, mais quand même, il y a un commutateur à l'intérieur qui commute. Hein, même si c'est aussi juste une lame, il y a un aimant, un truc magnétique. Donc, mais on le considère quand même comme un composant actif. Donc, tout ce qui est fait avec des semi-conducteurs et ce qui est relais, c'est par défaut, le relais, on l'utilise comme ça abusivement. Hein, mais il n'y a pas un gain. Il ne donne pas un gain entre l'entrée et la sortie. Ça veut dire que le relais n'obéit pas à cette définition qui est là. Mais d'une manière abusive, on dit ça d'une manière industrielle, que c'est un composant actif. Maintenant, on va parler des composants semi-conducteurs. Ça veut dire quoi le mot semi-conducteur? Ça veut dire que c'est des composants ils peuvent être isolants sur certaines conditions, ils peuvent conduire sous certaines conditions. Donc, on l'appelle semi-conducteur. Ça veut dire qu'il n'est pas conducteur. Si vous le faites juste comme ça, sans condition, il ne conduit pas, à part les résistances, mais ce n'est pas des composants actifs, une résistance. Les composants actifs, ils ont besoin d'une polarisation. Il faut les conditionner. C'est comme une voiture, il faut conditionner, il faut mettre l'essence, il faut faire la vidange, il faut faire ça. Il faut le conditionner pour qu'il conduise. Hein? Donc sinon, il ne conduit pas. Ça reste un isolant. Bon, là, leur intérêt, c'est que c'est l'ingénieur qui fait que, en fonction de comment il l'utilise, ça veut dire que l'ingénieur, il peut le commander. Il peut le passer de l'isolant au conducteur. C'est ça l'intérêt.
de semi-conducteur. Ça veut dire que c'est l'ingénieur qui fait le courant, la pratique, c'est celui qui fait le développement, c'est lui qui contrôle le composant. D'accord? Donc ça, c'est très important comme définition. Le relais, vous connaissez, parce qu'ils ont des faits électrotechniques, vous voyez, comme j'ai dit, c'est une bobine, puis il y a un contact ici. Hein. Donc lorsque j'alimente la bobine, des fois, le contact, ça dépend si c'est normalement ouvert, normalement fermé, c'est un petit peu, c'est des notions pour ce qui en fait un peu de l'automatique, etc. Mais moi, je fais juste une formule simple pour dire, tout simplement, quand j'alimente la bobine, si je mets une lame ici, la bobine, elle devient comme un aimant, elle attire la lame. Donc, vous voyez, si j'alimente ici, le contact, il est là. Comme là, j'ai un aimant, il tire là. Quand je coupe le courant ici, le contact, il descend. Il n'est pas attiré. Ça veut dire que là, c'est juste lorsqu'il est traversé par un courant, la bobine, elle devient comme un aimant. Et la tire, celle-là, celle-là, elle se ferme. Donc, vous voyez, ici, la partie commande, je commande ici. Ici, j'ai un circuit de puissance. Par exemple, j'alimente un moteur ou autre. Quand je commande ici, pourquoi il sert à quoi? Vous allez me dire, oui, mais il sert à quoi? Il sert tout simplement que là, je vais utiliser des faibles tensions et le courant qui traverse ici, il est faible. Et là, j'ai un courant fort et j'ai une protection. Les deux, ils sont protégés. Quand je travaille ici, c'est protégé du circuit qui est là. Vous voyez, comme là, il y a du courant fort, c'est dangereux le courant. Et là, j'ai du courant faible. Vous voyez, donc, ça permet de commander, de fermer l'interrupteur qui est là. Quelqu'un va me dire, oui, mais je peux le faire manuellement et autres, c'est dangereux. Parce que le courant qui est là, il est important. Si on le fait, ça fait des tic-tac. C'est pas pareil. Hein? Donc, c'est pour ça le rôle du relais, c'est important. Bon, ça sert comme un interrupteur. C'est un interrupteur tout simplement, mais qui est commandé. Vous voyez, j'ai un interrupteur ici, il est commandé ici. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un circuit de puissance. Ça, généralement, il appartient à une partie qu'on appelle la partie commande. Et ça, généralement, la partie puissance, c'est là où il y a des courants importants. Là, c'est du courant faible, tension faible, souvent. Mais on peut mettre après, ça dépend de l'application. Donc, vous voyez, c'est un interrupteur qui est commandé. Hein. Donc, on a des circuits de puissance et de circuits de commande ici. Voilà, le relais, bien sûr, il existe plusieurs types de relais, comme vous pouvez voir ici, hein, selon les applications, avec plusieurs, selon les valeurs aussi, au niveau industriel. Donc, le relais, bien sûr, il y a une tension maximum à ne pas dépasser. Il y a bien sûr un certain nombre de fermetures-ouvertures qu'il peut faire, puis après un certain moment, ça colle, on dit ça colle, ça veut dire il n'est plus bon. Il y a une certaine puissance qu'il ne faut pas dépasser, parce que sinon après vous l'abîmez. Il y a un courant qu'il ne faut pas dépasser, qui est défini par le fabricant. Il y a un nombre de cycles, un nombre d'ouvertures et fermetures, qui est défini par le fabricant. Bien sûr, après, on peut en faire un peu plus, ou on peut faire un peu moins, et puis après, il n'est plus bon. Il colle. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un composant actif. Par contre, les semi-conducteurs, en fait, ça, c'est des composants. Hein, donc, je crois que 25, on est bientôt presque à la fin, juste pour vous préciser un peu. Voilà. Là, je vais juste parler brièvement de ça et on va s'arrêter là. Puis après, je reprends à la suite. Pour les Chinois et les autres, je vais vous envoyer le cours. Ne vous inquiétez pas, parce que j'avais pas le contact. Voilà, je crois que là, est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on va s'arrêter mieux là. Comme ça, je reprends d'ici la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions? Non, dans l'ensemble, c'est clair. Voilà, merci Pierre. Et puis pour les autres, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Même s'il y a ça peut arriver qu'on a des problèmes de français, etc., ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de... Hein. Donc, je vais vous envoyer, pour tout le monde, je vais envoyer les documents que j'ai envoyés à Pierre, comme lui, il était FF Fontanet. Moi, je croyais que tout le monde était dans la Fontanet FF. Mais maintenant, ALS, je vais vous envoyer ce que j'ai envoyé à Pierre et les autres. Je précise aussi que les cours, hein, pour les autres, si vous allez sur ENT, il y a aussi mes cours. J'ai créé électronique Fontanet. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà. Bon, écoutez, je vous espère une bonne fin de journée et je vais envoyer à tout le monde tous les documents. Simplement, si on peut avoir le lien par rapport à l'application PSpace, c'est ça? PSpace, oui, je vais vous envoyer le lien. Par contre, vous prenez juste ce qui est en bleu, cliquez sur ce qui est en bleu et vous chargez PSpace. Ça va, super, merci. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai coupé sur un projet, on a fait un projet LiFi et je l'ai copié. Vous n'êtes pas obligé de passer par le Teams, LiFi, machin.
Vous avez juste le 9.1, pspice-etudiants.exec, vous le lancez et vous téléchargez. Il est gratuit. Si jamais, bon, bien sûr, je vais le dire aussi aux autres, les Chinois, donc le pspice, on en a besoin. Je vais vous envoyer un lien. Vous pouvez le couper sans mon lien. Hein. Vous tapez juste pspice étudiant schématique. On va se servir de schématique. Notez-le. Hein. C'est le schématique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ORCAD, il y a d'autres. Et comme mon collègue qui fait le projet, il travaille qu'avec schématique, moi je fais capture et schématique, donc j'ai les deux. Mais comme lui, il enchaîne après moi, ce sera peut-être mieux que vous fassiez pspice schématique. Vous voulez que je vous montre un exemple? Je partage avec vous? Oui, on peut regarder, oui. Voilà, je vais vous le montrer. Je pense que je l'ai copié sur mon... oui, je crois que je dois l'avoir. Donc voilà, je vais le partager, je vais fermer ça. J'espère que je l'ai toujours là. Alors, pspice, je vais vous juste montrer comment il est. Hein, voilà. Donc voilà, là, est-ce que vous voyez ma souris là? Vous voyez ça ou pas? Non, là on a encore le cours. Ah oui, il faut que j'enlève le cours. Donc je vais faire schématique, voilà. Il faut que j'enlève le cours, oui. Voilà. Alors, schématique, où est-ce qu'il est mon schématique? Je suis comme vous, hein, vous savez, j'ai fait l'auto-formation sur le Teams. Hein, comme j'étais pas là, je vous cache pas, hein, je vous dis la vérité, puis que voilà, bon, heureusement que ça va, bon, ça me fait des fois des petites, comment on appelle ça, des petits soucis comme vous, mais sinon, bon, voilà, c'est un peu normal aussi. Hein, oui. Alors, pspice, où est-ce que j'ai mis ça? Pspice. Bon, je vais le lancer de nouveau. Le schématique. J'espère que ça va se lancer. Alors là, c'est partager. Non, il faut que je revienne sur partager. Où est-ce qu'il est? Il faut que je revienne partager. Pspice. Alors, comme ça me permet aussi de le tester. J'espère qu'il n'est pas derrière. Je vais le lancer d'ici. Schématique. On met un certain temps. Je l'ai partagé avec le prof du projet, mais il va mettre un peu de temps. Un peu de temps pour le charger. Donc, je vais réduire un petit peu les trucs ici. Démarrer. Alors, pspice. Là, il a du mal à le lancer. Par contre, normalement, il doit marcher. Je veux faire partager. Attendez, normalement, là, je partage, mais vous ne voyez pas, en fait. Oui. Vous voyez quoi maintenant? Vous ne voyez pas le logiciel, hein? Non. Bah, de toute façon, je vais vous l'envoyer, comme ça, vous allez voir. Hein? D'accord? Okay. Voilà. Là, il a du mal à le démarrer, je crois, parce que j'ai ouvert beaucoup de choses. Normalement, je l'ai partagé la dernière fois avec un collègue. Et vous allez le voir, je vais vous l'envoyer tout de suite un peu le lien. Ou sinon, c'est très simple aussi. Hein. Vous tapez.